Les troupes nord-coréennes déployées à Koursk ont enfin été engagées dans des combats et elles ont subi leurs premières pertes. C'est une information rapportée par les services de renseignement des États-Unis ainsi que ceux de l'Ukraine. Nous estimons que des soldats nord-coréens ont participé à des combats à Koursk en Russie aux côtés des forces russes. Nous avons des indications qu'ils ont subi des pertes, à la fois des morts et des blessés. Porte-parole du Pentagone, le major Gene Pat Ryder. Le président Zelensky en personne a montré des images de ces soldats, ce qui nous mène à nous poser plusieurs questions ici chez Diplo. Jusqu'à quel point les soldats nord-coréens peuvent-ils influencer le cours d'une guerre qui semble toucher à sa fin? Pour quelles raisons exactes Vladimir Poutine les utilise-t-il et quelles sont leurs réelles capacités de combat? Comment est-il possible que uniquement 17% d'entre vous soyez abonnés à Diplo? Faites-moi plaisir, appuyez sur le bouton et la petite cloche des notifs pour être prévenu en temps réel de la parution des prochaines vidéos. Et puis vous connaissez la rengaine, lâchez un like et faites tourner. Ok, maintenant que cette remarque cruciale est faite, revenons au conflit russo-ukrainien et à la possible implication de soldats nord-coréens. Regarde ces images. Ce que tu vois, ce sont des soldats nord-coréens au service de Poutine, progressant sur le front de Koursk. Ils avancent sans camouflage adapté, dans la neige, en appliquant des tactiques de guerre datant d'il y a 70 ans. Évidemment, ils deviennent des cibles parfaites pour les forces ukrainiennes. Beaucoup d'experts estiment que leur taux de perte sera extrêmement élevé, certains allant jusqu'à prédire un chiffre fou de plus de 90%. Oui, c'est aussi simple que brutal. Ce qu'on observe ici, c'est la dure réalité de ce qu'on appelle le rouleau compresseur russe. Cette stratégie des dirigeants russes consiste à envoyer vague après vague des soldats mal équipés et mal préparés vers une mort quasi certaine. Et maintenant, les Nord-Coréens participent aussi à cette boucherie qu'on pourrait résumer en une phrase: beaucoup de morts pour quelques mètres. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des soldats russes qui vont mourir. Désormais, ce sont 12 000 soldats nord-coréens qui vont se battre pour leur survie. Mais ces renforts subissent déjà de lourdes pertes. Alors pourquoi? C'est assez évident. L'armée russe fait face à de graves problèmes de préparation et de logistique, et ce depuis le début de l'invasion. Imagine alors ce qui attend les soldats nord-coréens. Ce choix est sans doute l'un des actes les plus délirants de cette alliance entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Pourquoi? Parce qu'on parle d'envoyer au combat des soldats sans préparation dans des conditions dignes de la Première Guerre mondiale. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut d'abord poser le contexte. En février 2022, Poutine envisageait une invasion rapide de l'Ukraine, prendre Kiev en quelques heures, voire quelques jours, et contrôler l'ensemble du pays. Mais cette guerre s'est transformée en un conflit d'usure qui dure depuis presque 3 ans. L'armée russe, qui avait bénéficié d'investissements massifs pour se moderniser et se préparer à ce type d'opération, a été mise en échec. Selon les sources ukrainiennes, la Russie aurait déjà perdu plus de 730 000 soldats. Washington réduit ce chiffre à 500 000, mais même ce chiffre reste énorme. Alors même si la réalité était encore inférieure, ça resterait une véritable hécatombe. Et encore, on ne compte pas les morts ukrainiens. En plus de ces pertes humaines, la Russie a vu des milliers de systèmes d'artillerie, de chars et de blindés être détruits. Si une telle situation a frappé l'armée russe, imagine ce qui attend les 12 000 soldats nord-coréens envoyés par Pyongyang. La Corée du Nord est non seulement beaucoup plus pauvre que la Russie, mais ses capacités militaires rappellent celles des armées d'il y a plusieurs décennies. Pourtant, face à la perte massive de soldats et à la pression croissante, notamment après l'invasion de Koursk par l'armée ukrainienne, Poutine avait besoin d'aide, plus de munitions, d'armes et de soldats pour continuer son offensive. C'est là que la Corée du Nord intervient. Le 19 juin 2024, Poutine a fait une visite historique à Pyongyang, sa première depuis 24 ans. Auparavant, la Corée du Nord, pauvre et isolée, n'était pas une priorité pour Moscou. Mais les besoins de la guerre ont tout changé. Lors de cette visite, les deux pays ont conclu un pacte de défense mutuelle. Chaque partie s'engage à soutenir militairement l'autre en cas d'attaque. La Russie a promis de fournir à la Corée du Nord, entre autres, technologie et carburant en échange de millions d'obus, de centaines de missiles et potentiellement de troupes. Cette alliance a permis à la Russie de maintenir son artillerie en pleine capacité malgré les besoins énormes en munitions. Cette nouvelle alliance a porté ses fruits rapidement. Le 6 août, après l'invasion surprise de l'oblast russe de Koursk par l'armée ukrainienne, Poutine a sollicité son nouvel allié pour de l'aide militaire. Selon les services de renseignement états-uniens, la Corée du Nord a déployé entre 11 000 et 12 000 soldats en Russie, en plus d'armes et de munitions déjà fournies. Ces soldats équipés de matériel russe ont été envoyés directement sur le front à Koursk. Cette information a été confirmée par le président Zelensky lui-même.
Actuellement, il y a déjà 11 000 Nord-Coréens stationnés dans la région de Koursk, Volodymyr Zelensky. Au départ, ces soldats sont arrivés pour renforcer les lignes de défense russes. Mais ces derniers jours, comme on l'a vu, ils ont également participé aux offensives visant à reprendre les territoires perdus dans cette région de Russie. Et c'est précisément ainsi qu'on en arrive aux images que tu as vues au début de la vidéo. Mais je te repose la question qu'on se posait tout à l'heure. Quel impact ce soutien peut-il avoir? Quel rôle ces soldats nord-coréens peuvent-ils jouer dans ce conflit? Eh bah, on va voir ça tout de suite. Et tu sais quoi? Je te préviens déjà, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir proche. Une vérité qui dérange. Soyons très clairs, ce déploiement de soldats nord-coréens en Russie peut bien flatter l'ego de Kim Jong-un et lui donner l'impression d'être puissant, mais la réalité c'est que ces soldats ne semblent ni préparés pour cette mission, ni adaptés à une guerre de cette envergure. Les démonstrations de force c'est une chose, les parades militaires et les jeux d'autorité. Mais une guerre réelle, surtout une guerre aussi brutale que celle en Ukraine, bah c'est une autre paire de manches. Ce qu'on voit ici, c'est que les troupes envoyées par Kim Jong-un ne paraissent pas particulièrement bien formées, elles manquent d'expérience avec les équipements russes, n'utilisent pas de technologie avancée et surtout, elles rencontrent de graves problèmes de communication. Leur mission est de combattre aux côtés d'unités russes avec lesquelles elles ne peuvent même pas communiquer. C'est une question de barrière linguistique. Et puis, dans une guerre moderne, c'est un problème énorme. La communication est essentielle, que ce soit sur le champ de bataille ou même pendant les phases d'entraînement. On a même vu des vidéos circuler où les soldats nord-coréens, totalement perdus, ne comprennent rien aux ordres donnés par les officiers russes. Ils sont inutile. Et là tu dis bon bah c'est facile non, on trouve des traducteurs et c'est réglé. Oui, c'est probablement ce qu'ils essaient déjà de faire, mais réfléchis un peu. Si les officiers russes se préoccupaient à peine de leurs propres soldats, qu'ils envoient à découvert pour mener des attaques suicidaires et subir des pertes colossales juste pour tester les défenses ukrainiennes, tu crois vraiment qu'ils vont se soucier du sort des Nord-Coréens? Évidemment que non. Alors soyons francs, tout porte à croire que du point de vue des dirigeants russes, ces unités ont une seule mission, servir de chair à canon. Ça explique pourquoi on voit des formations données en russe à des soldats qui ne comprennent pas un mot de cette langue. Et ça explique probablement aussi cette image. Tout semble indiquer que le soldat que tu vois à l'écran est un Nord-Coréen stationné à Koursk. Si tu regardes bien, il porte un uniforme avec un camouflage que les Russes appellent flore numérique. Un modèle que l'armée russe a dû commencer à retirer parce qu'il rendait ses soldats trop visibles, particulièrement dans un environnement enneigé comme celui de l'Ukraine en ce moment. Les Russes le savent, et pourtant, c'est cet uniforme qu'ils donnent aux Nord-Coréens. C'est vraiment ubuesque. Mais le mauvais équipement et la barrière linguistique ne sont pas les seuls problèmes auxquels font face les soldats nord-coréens. Un autre gros handicap, c'est leur manque total d'expérience en combat réel. Ces troupes, ainsi que leurs officiers, n'ont jamais participé à une guerre réelle ou quoi que ce soit de similaire. Ça les place évidemment très en dessous du niveau des Russes. La dernière fois qu'ils ont combattu sur un territoire étranger, c'était pendant la guerre du Vietnam. Et ça remonte à très loin. Hyun Sung-lee, un ancien membre du Cœur de Tempête, supposé groupe d'élite de l'armée nord-coréenne, a déclaré que les jours de ses camarades sont comptés. Il explique que la formation reçue en Corée du Nord est extrêmement limitée et toujours conditionnée par un énorme manque d'équipement. Par exemple, les unités nord-coréennes ne sont pas entraînées pour combattre de nuit, ni pour faire face à des attaques de drones, d'artillerie de précision ou tout autre type de menace moderne. Et n'oublie pas que pendant ce temps, Russes et Ukrainiens ont considérablement évolué et appris au cours de ces presque 3 années de guerre. Les troupes nord-coréennes, elles, commencent de zéro face à des officiers, des soldats et des stratégies beaucoup plus avancées. Autrement dit, une catastrophe en perspective. Avec un mauvais entraînement, une barrière linguistique, un équipement obsolète et aucune expérience, quel résultat attendre? Sans aucun doute, un pourcentage de pertes énorme. Et il est très probable, comme on l'a déjà dit, que ce soit précisément leur mission. Mener des incursions suicidaires pour révéler les défenses ukrainiennes et permettre ensuite aux troupes russes plus expérimentées d'attaquer dans de meilleures conditions. Personne ne penserait qu'ils vont en Russie pour mourir. Mais je pense qu'ils sont de la chair à canon parce qu'ils seront envoyés dans les endroits les plus dangereux et seront sûrement tués. Choi Jong-un, ex-premier lieutenant qui a déserté l'armée nord-coréenne. C'est terrible et glaçant. Le déploiement de soldats nord-coréens montre une fois de plus que ni le tsar de Russie, ni le despote du Juché ne se soucient le moins du monde des jeunes qu'ils envoient mourir. Évidemment, leur justification est toute trouvée. Nous aidons nos alliés, nos soldats vont s'endurcir, nous allons tester de nouvelles armes et ainsi de suite. Mais la réalité est bien différente. Il est probable que la majorité des Nord-Coréens envoyés en Russie mourront sur le front. Mais est-ce que tu crois qu'on a tout vu? Pas du tout. Le déploiement de troupes nord-coréennes à Koursk cache encore d'autres problèmes.
Et l'un des plus inattendus, c'est que ces soldats découvrent un niveau de liberté totalement inédit pour eux jusque-là. Par exemple, un accès limité mais réel à Internet, une nouveauté absolue pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Selon certains rapports, ils utilisent ce temps pour consommer à outrance du contenu pornographique et des choses du même acabit. Une source habituellement fiable me dit que les soldats nord-coréens déployés en Russie n'ont jamais eu accès sans restriction à Internet. En conséquence, ils se gavent de pornographie. Gideon Rachman, journaliste du Financial Times. Et donc, c'est quoi le problème? En soi, rien du tout. Sauf que ces soldats ont un temps limité pour se préparer au combat. Et manifestement, ils ne s'y consacrent pas. Bon, continuons. Un autre problème majeur concerne le moral des troupes. Pour être plus précis, les services de renseignement sud-coréens estiment que la Russie paie probablement au régime nord-coréen environ 2000 $ par mois pour chaque soldat envoyé combattre en Ukraine. C'est une somme énorme pour un pays où les salaires sont misérables. Mais le vrai problème, c'est que ces soldats ne verront jamais cet argent. Ils ne seront pas rémunérés parce que tout simplement, c'est ainsi que fonctionne le régime nord-coréen, tout l'argent va directement dans les caisses de l'État. Résultat, le découragement pourrait vite se généraliser. Réfléchis-y, ces soldats combattent sans formation, sans pouvoir communiquer, sans aucune perspective d'amélioration de leurs conditions de vie, et surtout, ils ne défendent ni leur pays, ni leur famille, ni leur modèle de société ou leur culture. Rien du tout. Alors comment pourraient-ils rester motivés? Dès que les pertes deviendront importantes, leur morale risque de s'effondrer. Et les Ukrainiens, ça, ils le savent. Leur réponse, ils inondent le front avec de la propagande, diffusant des messages promettant la liberté aux soldats nord-coréens s'ils se rendent. Et honnêtement, ce serait pas surprenant que des désertions se produisent. En vrai, il y en a déjà eu. Dans des régions proches de la frontière ukrainienne, alors que ces soldats n'étaient qu'au début de leur mission, plusieurs ont déserté. Si ces désertions restent limitées pour l'instant, c'est probablement à cause des représailles exercées par le régime nord-coréen sur les familles des déserteurs. En Corée du Nord, on applique le châtiment générationnel. Si un soldat déserte, sa famille, parents, frères, enfants, en paient le prix fort. Ça s'applique tout particulièrement aux travailleurs ou soldats ayant des contacts avec l'étranger. Ceci dit, la situation est tellement catastrophique que, selon le média sud-coréen de Hankoriye, les premières désertions ont eu lieu parce qu'un groupe de soldats nord-coréens avait été laissé sans nourriture, sans instruction et sans aucun encadrement pendant plusieurs jours. Autrement dit, les Russes les avaient tout simplement oubliés. Le résultat? Les troupes nord-coréennes sont probablement les moins compétentes de toute cette guerre. Et c'est précisément pour cette raison que Moscou les utilise comme chair à canon. Selon les prévisions des États-Unis et de l'Ukraine, jusqu'à 90% de ces soldats pourraient être mis hors de combat dans les mois à venir. Et maintenant qu'ils commencent à entrer en action, qu'est-ce qui va se passer? La théorie, elle se confirme. Lors des premiers affrontements entre soldats ukrainiens et nord-coréens, ces derniers ont subi des pertes extrêmement lourdes. Les troupes nord-coréennes subissent plusieurs centaines de pertes en combattant l'Ukraine, selon un responsable US. Bref, voilà où on en est aujourd'hui. La question maintenant, c'est quelle conclusion peut-on en tirer de tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo? Premièrement, ce déploiement de troupes nord-coréennes aura en réalité très peu d'impact sur la guerre, qu'elle se termine tôt ou tard. Si dans une précédente vidéo de Diplo, on t'a dit que l'utilisation de missiles air-sol longue portée comme les ATACMS aurait un impact limité sur le conflit, faut bien admettre que la présence de ces soldats nord-coréens sera encore plus insignifiante. Les Coréens tant attendus, leur tactique est un mélange de faiblesse et de bravoure. Ils ne s'appuient pas sur les drones et portent leurs armes comme s'il s'agissait de fusils Mosin Nagant. On dirait qu'ils utilisent les mêmes stratégies qu'il y a 70 ans. Beaucoup mourront. La question est de savoir qui s'épuisera le premier, nos munitions et drones ou leur infanterie. Extrait d'un rapport militaire ukrainien. Deuxièmement, les choses pourraient changer si beaucoup plus d'unités nord-coréennes étaient déployées. Mais Kim Jong-un serait-il vraiment prêt à accepter un tel sacrifice sans raison évidente? Parce que 10 000 pertes pourraient passer inaperçues en Corée du Nord. Mais 90 000 ou 100 000? Ce serait une toute autre histoire. Et même dans ce cas de figure, un tel déploiement ne provoquerait probablement pas un changement radical dans le conflit. Et troisièmement, comme on l'a vu, faut pas s'attendre à ce que ces soldats soient les plus motivés du monde. À mesure que les pertes augmenteront et qu'ils comprendront à quel point ils sont encore plus maltraités que leurs partenaires russes, leur morale risque de s'effondrer complètement. Voilà où on en est aujourd'hui. L'Ukraine souffre, la Russie aussi. Avec Trump, la guerre pourrait bientôt prendre fin. Mais pour l'instant, ne t'attends pas à ce que les soldats nord-coréens changent quoi que ce soit sur la réalité du terrain. En réalité, il est très probable qu'ils subissent un sort terrible. Le déploiement ordonné par Kim Jong-un n'est qu'une fanfaronnade, un geste au faible poids militaire. Il va condamner ses propres soldats à une véritable boucherie. C'est terrible. Mais maintenant, c'est à toi de répondre. Et on va être très franc. Comment et quand penses-tu que cette maudite guerre prendra fin? Et surtout, est-ce que la France et d'autres pays européens devraient eux aussi déployer des soldats en Ukraine? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a intéressé, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu.
Ciao, bonsoir.